Bonjour à tous, voici le résumé de l'actualité spatiale selon Rêve d'Espace. Maintenant, ce rendez-vous aura lieu tous les mois, et pas toutes les semaines ou tous les 15 jours, enfin quand je pouvais. Je préfère faire ce format parce que ça me permettra éventuellement de faire d'autres vidéos entre deux. Retour sur les décollages depuis fin mai jusqu'à fin juin, et aussi un petit peu de nouvelles de l'ISS et d'autres missions. Allez, décollage! Lundi 27 mai, c'est une Soyouz 2-1B qui a décollé du cosmodrome de Plesetsk. Quelques secondes après le décollage, la foudre a atteint le lanceur, sans dommage pour celui-ci ni pour la charge utile. Un satellite GLONASS-M, un satellite de navigation, a été placé correctement sur orbite moyenne par l'étage supérieur Frégate. Actuellement, la constellation de satellites de navigation GLONASS russe comprend 27 satellites. C'est l'équivalent du Galileo européen ou du GPS américain. Mercredi 29 mai, 2 cosmonautes russes ont réalisé une sortie spatiale à la Station spatiale internationale. Oleg Kononenko et Alexei Ovechkin ont réalisé la 4e EVA de l'année à l'ISS. Cette EVA a été dédiée à Alexei Leonov, le premier homme à avoir réalisé une sortie spatiale de l'histoire, Alexei Leonov étant ses 85 ans le 30 mai. Les 2 cosmonautes ont réalisé différentes activités, dont le nettoyage des surfaces extérieures du hublot du sas de sortie, du module Quask, mais aussi le démontage d'expériences désormais inutiles qu'ils ont jetées tout simplement hors de l'ISS. Jeudi 30 mai, on continue avec la Russie et le lanceur russe Proton qui a décollé du cosmodrome de Baïkonour. Environ 9 heures après le lancement, l'étage supérieur Brizem s'est séparé du satellite Yamal 601 et l'a placé sur orbite de transfert géostationnaire. Yamal 601 est un satellite de télécommunication de près de 6 tonnes construit par Thales Alenia Space. Pour le compte de la filiale espace du groupe Gazprom, premier exploitant de ressources de pétrole et de gaz russe. Lundi 3 juin, le cargo Dragon CRS-17 a quitté la Station spatiale internationale après une mission de 30 jours. Il a ramené près de 1900 kg de cargaison à son bord, essentiellement des expériences qui ont été menées à bord de l'ISS afin de mener des analyses supplémentaires sur Terre. Pour rappel, le cargo Dragon est le seul cargo à ce jour qui revient indemne sur Terre, enfin plutôt sur mer parce qu'il a mérité. Il a d'ailleurs été récupéré par un bateau dédié à cela. Le lendemain, le 4 juin, c'est le cargo Progress MS-10 qui s'est désamarré de la Station spatiale internationale. Il était arrivé en novembre 2018. Le cargo est rentré de façon contrôlée dans l'atmosphère terrestre et s'est désintégré au-dessus de l'océan Pacifique. Mercredi 5 juin, la Chine a réalisé une première pour le pays. Une fusée Longue Marche a décollé d'une barge dans la mer Jaune avec à son bord 7 satellites. La fusée Longue Marche 11 est comparable à la fusée Vega européenne, elle est équipée de 4 étages. Depuis son premier vol en 2015, la Longue Marche 11 a fait 7 lancements et placé 25 satellites en orbite. La plateforme maritime utilisée est assez gigantesque, 110 mètres de long sur 80 mètres de large. Le passager principal est un satellite Jilin 1, un satellite d'observation de la Terre. Les autres satellites sont des petits satellites ou des CubeSats pour différentes missions. Si vous voulez plus de détails, c'est dans l'article de Daniel dont le lien est dans la description. Mercredi 12 juin, c'est une Falcon 9 qui a mis sur orbite avec succès 3 satellites canadiens RadarSat. Le décollage avait eu lieu sur la base Air Force de Vandenberg en Californie et comme souvent là-bas, les nuages étaient au rendez-vous et du coup, on n'a pas vu grand-chose. Le booster du premier étage qui réalisait ici son second vol a atterri avec succès sur la landing zone LZ4. Il n'y a pas eu de tentative de récupération de la coiffe du lanceur. La constellation RadarSat est constituée de 3 satellites d'une durée de vie minimale de 7 ans qui orbiteront à 600 km d'altitude. Ces satellites ont été commandés par le gouvernement canadien pour de la surveillance environnementale et aussi pour fournir des images du territoire et des voies d'accès maritimes au Canada. 4, 3, 2, unité, top. Allumage moteur Vulcain. Allumage UAP et top décollage.
sont conformes à l'attendu. Jeudi 20 juin, c'est le deuxième lancement de l'année pour Ariane 5. Le vol VA248 a mis sur orbite 2 satellites de télécommunication. Le satellite T16, fabriqué par Airbus Defence and Space à Toulouse pour ATT, pour des communications au-dessus des États-Unis notamment, et le satellite Eutelsat 7C, construit par l'américain Maxar Technologies ex-SSL en Californie. Ce dernier est un satellite de radiodiffusion à haute puissance destiné au marché d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient. C'est un satellite de 3,4 tonnes à propulsion 100% électrique. Lundi 24 juin, c'est une fusée Longue Marche 3B qui a décollé avec succès du Xichang Space Center. À son bord, un satellite de navigation Beidou 3. Beidou 3 est un satellite de 3e génération. Cette dernière génération est censée étendre le réseau de navigation chinois à toute la Terre. À terme, la constellation comptera 35 satellites, 27 en orbite moyenne et 5 en géostationnaire et 3 en orbite géosynchrone inclinée. Elle est très attendue par la Chine et notamment par l'armée chinoise qui dépend encore du GPS américain. Lundi 24 juin, les 3 astronautes David Saint-Jacques, Oleg Kononenko et Anne McClain sont revenus sur Terre à bord du Soyouz MS-11. 3h22 avant l'atterrissage, le Soyouz s'était désamarré automatiquement de l'ISS. Oleg Kononenko a désormais 4 vols à son actif et cumule 737 jours dans l'espace. Il est désormais le 6e dans le palmarès des durées cumulées. David Saint-Jacques devient le premier Canadien en termes de durée la plus longue d'une mission spatiale en une fois, et Anne McClain est devenue la 2e femme à plus de 200 jours dans l'espace en une mission. 3 astronautes sont actuellement dans l'ISS, Alexei Ovechkin, Nick Hague et Christina Koch. Ils devraient être rejoints le 20 juillet par 3 nouveaux astronautes, Andrew Morgan, Alexander Skvostov et Luca Parmitano, astronaute italien de l'ESA pour sa seconde mission. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Vehicles pitching downrange. Mardi 25 juin, une Falcon Heavy a décollé de nuit de Cap Canaveral en Floride. C'était le 3e tir de ce lanceur lourd, le 2e pour cette année. Les 2 boosters latéraux ont réussi leur atterrissage retour sur la landing zone non loin du pas de tir. C'était la 2e utilisation de ces 2 boosters, après une première utilisation sur la Falcon Heavy du lancement d'avril. Par contre, le booster central n'a pas réussi à atterrir sur une barge positionnée à près de 1240 km à l'est de Cap Canaveral. Elon Musk a déclaré que de trop grandes forces et de trop fortes températures ont créé une brèche dans le compartiment moteur et endommagé le Thrust Vector Control du moteur central. Par contre, SpaceX a réussi l'exploit d'attraper une des 2 demi-coiffes du lanceur dans les filets de son bateau dédié, Miss 3, auparavant nommé Mr. Steven. C'est la première réussite de cette récupération après plusieurs tentatives infructueuses depuis presque un an. L'autre demi-coiffe a été repêchée en mer. Le lanceur a mis sur orbite 24 satellites pour l'US Air Force. Le vol STP-2 pour Space Test Program 2 n'emportait qu'une charge utile totale de 3,7 tonnes, assez faible compte tenu de la puissance du lanceur. Mais les 24 satellites emportés ont été déployés sur 3 plans orbitaux très différents avec des inclinaisons également très différentes, ce qui nécessitait beaucoup de carburant à cause des 3 réallumages nécessaires du moteur du 2e étage. Les 24 satellites étaient des CubeSat ou des microsats. On peut noter par exemple celui pour le test d'un propulseur, innovant à faible toxicité, un carburant un peu plus vert que le carburant hydrazine hautement toxique utilisé aujourd'hui, 6 petits satellites pour l'observation météorologique et une voile solaire. Plus de détails dans l'article dont le lien est dans la description. Samedi 29 juin, une fusée Electron a décollé de Maya Peninsula en Nouvelle-Zélande avec à son bord 7 passagers. C'était le 3e vol Electron depuis le début de l'année, le 7e depuis le vol inaugural. Rocket Lab prévoyait 12 lancements pour 2019, mais vu le retard accumulé, ça risque d'être difficile à tenir. Le passager principal était un satellite d'imagerie Global 3 de la société américaine Black Sky. Ensuite, c'était des petits satellites CubeSat ou SmallSat. On va terminer avec des nouvelles de quelques missions lointaines. Fin mai, les équipes de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, ont envoyé la sonde Hayabusa 2 se rapprocher de la surface de l'astéroïde Ryugu. L'engin est descendu jusqu'à 10 mètres de la surface de l'astéroïde et a lâché un marqueur de cible.
Cette nouvelle phase de la mission a été un succès car le marqueur de cible a été déposé à un endroit précis, à proximité de la zone du cratère artificiel créé par l'impacteur SCI le 5 avril dernier. Désormais, la prochaine étape sera une collecte d'échantillons à la surface de Ryugu et c'est prévu en principe le 11 juillet. Jeudi 27 juin, le rover Yutu-2 et l'atterrisseur Chang'e 4 ont repris leur activité sur la surface lunaire, c'est le 7e jour d'opération. On a appris, grâce à quelques informations divulguées par la CLEP, la branche lunaire de l'agence spatiale chinoise, qu'il y a eu des pertes de communication entre le rover et le satellite relais Kiekao pendant le jour 6. Cette perte de communication proviendrait d'une panne d'une puce du rover à cause des rayons cosmiques, des particules très énergétiques qui peuvent endommager les équipements électroniques. Direction Mars et la mission InSight. Depuis fin février, l'instrument HP-Cube est bloqué. La taupe, une espèce de marteau-piqueur, ne s'est enfoncée que de 28 à 32 cm, alors qu'il était prévu qu'elle s'enfonce environ de 70 cm. L'une des hypothèses émises est que le terrain sous InSight est vraiment trop meuble, il n'y a pas assez de friction pour que la taupe s'enfonce correctement. Les ingénieurs du JPL et de l'agence spatiale allemande, le DLR, ont décidé de soulever la structure de HP-Cube pour aller voir l'aspect du trou formé par la taupe. Il n'est pas possible au bras d'InSight de déplacer la taupe elle-même, mais uniquement la structure. Au 29 juin, les photos disponibles sur le site du JPL montrent que la structure de HP-Cube a largement été déplacée vers l'arrière. On voit clairement le trou formé par la taupe, qui est 2 à 2,5 fois plus large que la taupe elle-même. À suivre. Voilà, c'est fini avec mon récap de l'actualité spatiale du mois de juin, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, comme toujours, mettez des pouces levés et des commentaires. Je remercie Daniel qui m'a donné un vrai gros coup de main ces derniers mois sur le blog. Il va prendre son envol et faire son propre blog. Retrouvez-le sur Space Kiwi. Je vous dis à bientôt et surtout, continuez de rêver!